Là, on approche de la fin d'une séquence qui a commencé au début de l'année, qui était une séquence où les Russes avaient l'initiative, où ils ont lancé une nouvelle offensive qu'on pourrait baptiser Donbass 2, par référence à la première au Donbass 1, où du mois d'avril au mois de juillet, ils ont essayé de conquérir complètement tout le Donbass. Ils ne sont pas parvenus, ils ont conquis quelques villes, Lysychansk, Severodonetsk et Mariupol aussi sur la côte. Et là, après des retournements de situation, reprise d'initiative, on se demandait, je l'imaginais en tout cas que l'objectif était sans doute le même de conquérir complètement le Donbass, et donc ça veut dire très concrètement s'emparer de deux villes, Sloviansk et Kramatorsk, et visiblement ils ne sont pas parvenus, d'ailleurs ce qui me fait même douter sur l'objectif réel de cette nouvelle offensive russe. Peut-être s'agit-il simplement de rectifier les lignes, de solidifier la ligne de défense qui sont en parallèle, qui sont en train d'édifier tout le long de la ligne de front et d'essayer d'assurer de meilleures positions dans cette perspective. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne tient. Incontestablement. En 3 mois, les Russes ont dû conquérir peut-être 700-800 km². Sur différents points sur lesquels ils se sont concentrés, c'est la moitié d'un département français. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de pertes, pour au bout du compte pas grand-chose. Pendant ce temps, donc, les Ukrainiens tenaient sur le front et en même temps ils travaillaient derrière. Ce que l'on constate, c'est que si on voit, on appelle ça l'ordre de bataille, c'est-à-dire la disposition de toutes les unités ukrainiennes, l'unité de base, c'est la brigade, c'est 3000 hommes à peu près. Ils en ont 60 à peu près sur la ligne de front, qui tient sur tout le long du Donbass et qui tient cette ligne. Vous en avez à peu près une vingtaine qui tient les frontières, ce sont des brigades plutôt territoriales, plutôt légères. Et puis on a vu apparaître à l'intérieur du territoire, du côté de Zaporijia, de la ville de Zaporijia, et puis sur la rive occidentale, de nouvelles unités à partir du mois de novembre, de nouvelles brigades à partir du mois de janvier en particulier. Là, il y a eu visiblement un énorme effort qui a été fait en termes de formation, de construction de nouvelles unités, avec l'apport de matériel occidental, mais ça ne suffit pas, hein. Il y a tout un tas d'équipements, l'apport d'hommes, c'est-à-dire que là, tous les mois, ils incorporent un certain nombre de soldats. Oui, ça, on l'évoquera tout à l'heure. Donc là, ils ont fait un effort plus particulier, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, depuis le mois de novembre et surtout le mois de janvier, les Ukrainiens travaillent et constituent une nouvelle unité, ils accumulent des compétences, des capacités. Et là, actuellement, on est dans une phase où on peut considérer qu'ils ont les capacités à leur tour de reprendre l'initiative et de mener à leur tour des opérations offensives. D'accord. Merci beaucoup. Nicolas Barotte, est-ce qu'au sortir de cet hiver, on a une idée des pertes humaines et des pertes en matériel, à la fois du côté de l'armée russe et de l'armée ukrainienne, pour avoir un peu une idée d'abord du rapport de force et on dit que quand on attaque, on perd beaucoup plus d'hommes. Est-ce que là, ça a été le cas Quel est le ratio dans le Donbass en général et à Bakhmout en particulier? C'est toujours très difficile parce qu'il y a peu d'éléments qui sont communiqués sur les pertes, parce que c'est une idée très sensible, parce que justement, ça donne une idée du rapport de force sur le terrain. Donc les deux camps sont très précautionneux et donnent peu d'éléments. Il y a eu quelques chiffres qui ont été mentionnés par les Américains. La Maison-Blanche a évoqué sur les 5 derniers mois 20 000 morts et 80 000 autres soldats russes qui seraient blessés hors de combat, ce qui est monumental. Et sur ces 20 000, 10 000 pour Wagner, donc à Bakhmout. Donc on voit bien l'ampleur de ces combats. Les pertes ukrainiennes sont encore plus difficiles à connaître parce que les Occidentaux donnent encore moins d'éléments. Mais elles sont probablement aussi très importantes parce que les combats à Bakhmout ont été très violents, très durs, avec une volonté de part et d'autre de faire de l'attrition, c'est-à-dire détruire, éliminer un maximum de soldats. Pour les Ukrainiens, c'était très délibéré pour essayer d'infliger des pertes qui puissent influer dans la société russe et créer une sorte d'électrochoc. En termes de matériel aussi, on n'a pas beaucoup d'éléments qui sont solidifiés. Il y a quand même des éléments en source ouverte qui permettent de quantifier des pertes. Donc depuis une année, il y a environ 10 000 matériels russes qui ont été détruits. À peu près 2000 chars qui sont mis hors de combat. Côté ukrainien, c'est un peu moins nombreux parce que déjà en défense, c'est plus facile.
de se protéger. Il y a 3000 équipements qui ont été détruits, selon les éléments en source ouverte dont on dispose. Maintenant, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on a généré, pendant ce qu'a dit le colonel les derniers mois, de nouvelles forces, avec notamment les éléments occidentaux qui ont été apportés. Il y a 300 chars, entre guillemets, dans 230 chars qui ont été apportés par les Occidentaux sur les 300 que voulaient les Ukrainiens. Donc c'est peu, mais c'est quand même significatif et ça permettra sans doute aux Ukrainiens d'avoir un avantage ou de tenter une percée sur le front. D'accord. Et donc, l'essentiel des combats côté russe à Bakhmout a été mené par la milice Wagner d'Evgeny Prigojine, c'est bien cela ? C'est ça. Justement, nous avons une séquence que nous allons regarder où on voit que M. Prigojine est très en colère. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Laure Mandeville, vous n'avez pas besoin de traduction. Et alors, Prigojine menace de retirer ses troupes s'il n'obtient pas de munitions à Bakhmout. Oui. Qu'est-ce que sait-on des dissensions au sein de l'armée russe entre la milice Wagner et l'armée russe ? Et est-ce qu'on a une idée de l'état de l'armée russe au bout d'un peu plus d'un an de guerre Oui, alors dans quel état elle sort ? Déjà, si on prend l'épisode en fait, auquel vous vous référez, qui est absolument extraordinaire, en fait, quand on voit ce chef de milice, en réalité, de cette milice privée qui a pris un ascendant absolument incroyable au sein du dispositif militaire russe. Et on le voit donc interpeller le commandant-chef des armées, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, en réalité toute la hiérarchie militaire russe, pour dire nous allons, je vous signale, je vous annonce que nous allons quitter en fait le Bakhmout à partir du 10 mai et que nous demandons au ministère de la Défense de remplacer par des unités de l'armée régulière notre dispositif, car nous avons subi, nous subissons des pertes absolument colossales et je n'ai pas l'intention de continuer à perdre mes hommes simplement parce que vous organisez ce qu'il appelle une famine de munitions délibérée. Et donc, il y a une véritable menace, en fait, qui est formulée. J'ai lu, il a envoyé une lettre, en fait, ouverte, qui est absolument lunaire, à ces mêmes chefs de l'armée russe, en fait, officiels, et donc à Poutine aussi, dans laquelle il explique que la bureaucratie pseudo-militaire a délibérément coupé en fait ses capacités d'enrôler en fait des hommes, puisqu'il allait, comme vous le savez, dans les prisons à travers le territoire russe pour récupérer des hommes, qu'ils n'ont plus de munitions, et il les accuse il dit aussi, ce qui est incroyable si c'est vrai, il dit les flancs en fait de mon dispositif à Bakhmout devaient être soutenus par l'armée régulière et on nous disait on dit qu'il y avait des dizaines de milliers d'hommes. C'est totalement faux. Il y a des dizaines d'hommes, voire rarement par endroits des centaines. Et donc en fait il fait un tableau lui-même de cette armée comme d'une sorte de situation déliquescente. Et le seul fait, en fait, aussi qu'il s'oppose et qu'il dit « je vais quitter, je m'en vais », en gros, goodbye, le 10 mai, après le 9 mai, la fameuse date de l'anniversaire de la victoire, je vais partir, c'est à la fois une manière évidemment, d'interpeller le pouvoir, mais aussi de se mettre en réserve de la République, en réserve de la Russie, puisqu'il dit aussi « nous allons rester à disposition du peuple russe ». Nous sommes là, en gros, et il se met en recours à Poutine. Exactement, en recours à Poutine, et c'est vrai que ça fait écho, si vous voulez, quand vous parliez du rapport de force, ça fait écho à un certain nombre d'énormes inquiétudes qui sont exprimées par énormément d'analystes, de journalistes, et même une sénatrice qui est l'ancienne femme de Anatoly Sobchak, vous savez, qui était ce grand libéral opposant, de l'époque Yeltsin, et sa femme, qui est toujours sénatrice, qui était très proche dans le passé de Poutine, a mis en garde en fait contre l'influence grandissante
de Prigojine qui se projetait en fait effectivement comme le dauphin, et elle expliquait que dans l'ambiance de désinstitutionnalisation totale, de chaos en fait qui monte en Russie, cela pouvait poser un véritable danger en fait pour l'avenir. Et pour en revenir à la question générale que vous posiez, il me semble ce qui est absolument fascinant, c'est que les Ukrainiens ont réussi à fixer finalement l'armée russe à Bakhmout, où ils ont pour quelques centaines de kilomètres, enfin pour quelques, je ne sais pas combien. Kilomètres carrés. Voilà, quelques kilomètres carrés. Je crois que Prigojine disait 45 kilomètres carrés qui étaient conquis. Il en restait 2,5 à conquérir et on ne leur donne pas les munitions pour le faire. Ils ont perdu des milliers et des milliers d'hommes. Et donc, c'est un revers absolument, vraiment, je dirais, assourdissant, enfin, extrêmement éclatant pour l'armée. Et ça a permis, effectivement, aux Ukrainiens de se préparer. Maintenant, moi, mon sentiment, mais je pense qu'on va en parler, c'est qu'il y a évidemment un brouillard et une incertitude colossale qui pèse sur cette contre-offensive. D'abord à cause du risque, je crois qu'on va en parler, du risque que pose cette opération qui est extrêmement risquée, comme le disent tous les analystes militaires. Je crois que on va en parler tout à l'heure. Va le dire, mais il y a aussi l'incertitude sur ce que les Occidentaux sont prêts à dire, ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont prêts à faire, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se contenter d'un certain nombre de victoires, puis pousser à un moment donné les Ukrainiens à aller s'asseoir à une table de négociation. On parlera de tout ça tout à l'heure. Voilà. On va parler un peu de l'état d'esprit du côté ukrainien avec vous, Margot, qui connaissez bien les militaires ukrainiens pour les avoir fréquentés sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur motivation ? Là, on voit bien qu'avec Yevgeny Prigojine, ça en dit quand même long sur la démotivation de l'armée russe, puisque les troupes de Wagner sont censées être les plus motivées dans ce combat, puisqu'ils se battent pour un bon nombre d'entre eux pour leur liberté, puisqu'ils ont été libérés de prison en échange, et ils se battent en échange de leur liberté. Donc, les Ukrainiens, est-ce qu'ils sont motivés pour continuer le combat jusqu'au bout ? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur parlez sur le terrain ? Oui, bien sûr. Alors, je ne peux pas parler au nom de chaque soldat ukrainien, mais ce qui en ressort, évidemment, c'est que la motivation, elle est là, elle reste. Elle est bien sûr supérieure à celle de leurs ennemis. Alors, c'est vrai que comparé à l'effervescence du début des premiers mois qui ont suivi le 24 février 2022, c'est sûr que tous les Ukrainiens ne s'amassent pas au bureau de recrutement de la défense territoriale. C'est sûr qu'il y a eu des sortes de petits scandales, des appels au gouvernement. Il y a une lettre ouverte qui a été publiée d'ailleurs tout récemment par pas mal de membres de la société civile appelant le gouvernement à faire marche arrière sur des règles extrêmement strictes qui avaient été imposées aux soldats qui souhaitent se retirer du front et qui du coup sont accusés de désertion, des soldats qui souvent se plaignent des conditions, du fait de ne pas avoir assez de matériel, etc., surtout du côté de Bakhmout et dans le Donbass. Donc il y a eu ce genre de choses, mais justement, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces garde-fous, c'est grâce à cette société civile que les soldats ukrainiens savent qu'ils sont capables d'être entendus par leur gouvernement, que les Ukrainiens savent que le gouvernement, quelque part, prend soin de ses soldats, de son armée, et que le droit sera respecté, ce qui n'est absolument pas ce que l'on peut dire du côté de leurs ennemis. Et puis, il y a aussi pas mal d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour aussi témoigner du respect qu'il a pour ses soldats. Il y a un certain nombre de cérémonies qui ont été organisées. Il y a des centres de réhabilitation, comme ils les appellent, qui soignent les soldats d'actifs, pas seulement les vétérans, les anciens vétérans du Donbass, mais vraiment les soldats qui sont en permission pendant quelques semaines et qui peuvent, s'ils sont confrontés à des troubles psychologiques ou autres, qui peuvent y rester, parler à des psychologues. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, d'autres pays, mettre en place des sortes d'ateliers psychologiques, etc. Donc il y a pas mal de choses qui montrent que le gouvernement prend soin de son armée. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas oublier non plus que les Ukrainiens ont obtenu des gains notoires cette dernière année. Donc ça influe grandement sur le moral des troupes. Il y a eu effectivement une période où pas mal de soldats, y compris dans le commandement, questionnaient
l'idée de tenir à tout prix Bakhmout. Donc ça a été une vraie question. Le gouvernement a été remis en cause là-dessus, le ministère de la Défense, etc. Il y avait même des dissensions au sein du gouvernement à ce sujet. Mais finalement, tout le monde s'est rallié au final derrière l'idée de contenir les assauts russes à Bakhmout. Et puis finalement, on voit que les Russes n'ont pas réussi à prendre cette ville qui a été érigée en symbole, donc ça compte également. Et puis il y a aussi le fait que les Ukrainiens savent qu'ils se battent pour une cause qui est juste, ils savent qu'ils défendent leur pays, ils savent pourquoi ils se battent, et ça, cela compte énormément comparé aux Russes qui sont souvent des conscrits, qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ou bien qui sont là pour acheter leur liberté, mais en sachant que voilà, s'ils n'avancent pas, on va leur tirer dans le dos s'ils reculent, qui se battent dans des conditions abominables. Il y a eu pas mal de vidéos d'ailleurs envoyées par des soldats depuis le front à leur hiérarchie, au gouvernement russe, se plaignant des conditions absolument abjectes dans lesquelles ils se trouvent. Donc voilà, il y a vraiment un grand différentiel entre ces deux armées. Bien sûr, il y a des difficultés côté ukrainien, on ne va pas édulcorer. Les conditions sont également effroyables. On a, comme le disait Nicolas, on n'a pas les chiffres exacts des pertes, du nombre de blessés, etc. Donc voilà, mais côté motivation, en tout cas, on n'a rien à voir avec ce qui existe côté russe. Merci Margot. Michel Goya, vous le disiez tout à l'heure, l'armée ukrainienne a profité de ces dernières semaines et de ces derniers mois pour recevoir des équipements occidentaux, pour s'entraîner. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est suffisamment équipée et entraînée avec de nouvelles brigades en nombre suffisant pour mener cette contre-offensive? Et est-ce qu'on a une idée des scénarios possibles pour cette contre-offensive? Si vous étiez le chef d'état-major ukrainien, vous attaqueriez à quel endroit? Il faut percer à un endroit pour encercler les Russes, sur plusieurs fronts. Bon. Est-ce que Bakhmout est devenu un point de fixation tel que si on attaque à Bakhmout, ça provoquerait un effondrement du moral des Russes? Comment vous voyez les choses? Alors là, on a une carte, justement, on peut suivre ça sur la carte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que, effectivement, les Ukrainiens, s'ils veulent atteindre leur objectif stratégique, qui est de libérer complètement leur territoire de toute occupation russe, il faut qu'ils percent le front, il faut qu'ils obtiennent des grandes victoires. Ils ne peuvent pas se contenter de grignoter éventuellement le front comme le font un peu les Russes. Non, il leur faut casser le front, il leur faut percer. Comme ils l'ont fait à Kharkiv au mois de septembre, par exemple, avec cette difficulté. Ou à Kherson, d'une autre manière. C'est un exercice extrêmement difficile. Maintenant, si on regarde la carte, où est-ce qu'ils peuvent essayer de porter leur effort? En réalité, les possibilités sont assez limitées. Ils ne vont pas attaquer en Russie, alors que l'inverse peut être le cas. Hein. La Russie peut attaquer, elle l'a déjà fait évidemment, depuis ses frontières, voire la Biélorussie. Donc les options ukrainiennes, elles sont dans le Donbass. Si on reprend les 4 provinces du sud au nord qui sont sur la ligne de front, dans la province de Kherson, c'est celle qui est au sud du Dniepr, le Dniepr lui-même, ce fleuve immense qui constitue un obstacle extrêmement important. C'est difficile d'imaginer une opération importante consistant à traverser le Dniepr. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens. Et puis même s'ils y parvenaient, ce serait après difficile de se maintenir au-delà. Vous avez un autre front qui est sensible. Alors, vous voyez sur cette carte, tous les points rouges, c'est les fortifications nouvelles qui ont été faites par les Russes depuis, je ne sais plus quand, depuis au moins le mois de septembre. À quel point c'est gênant ces fortifications? C'est extrêmement gênant, justement. Mais je vais y revenir un peu plus en détail. Mais je veux dire, dans les zones, ce que je veux dire, c'est que la deuxième zone qui est difficile, c'est la zone centrale. C'est celle, on voit Bakhmout, ça c'est la province du Donetsk. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, cette zone, elle est fortifiée depuis 2015. C'est-à-dire que ça fait, on se bat dans cet endroit depuis 2015. On a creusé de partout. C'est la zone la plus fortifiée. Oublier que la guerre dure depuis 2014. C'est la zone la plus fortifiée au monde, avec la frontière entre les deux Corées. D'ailleurs, si on voit depuis le début de la guerre, l'évolution de la ligne de front dans cette zone-là, elle est minime de part et d'autre. Donc ça, c'est une zone extrêmement difficile à percer. Et puis, il reste deux zones un peu plus, normalement un peu plus faciles. Celle qui est complètement au nord, c'est la province de Louhansk, où là, effectivement, ils peuvent peut-être percer et essayer d'atteindre la ville de Starobilsk à l'intérieur. Et puis, il y a surtout, on voit la ville de Zaporijia, c'est la province au sud, entre Zaporijia et Donetsk. Là, vous avez, c'est là où, en réalité, tout le monde
attend cette offensive, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une très énorme concentration de points rouges, parce que les Russes aussi s'y attendent. Pourquoi ? Parce que si les Ukrainiens percent dans cette zone, s'ils arrivent jusqu'à la ville de Melitopol, qui est un peu plus au sud, là, c'est toute la zone sud russe qui est complètement menacée, voire même la Crimée. Ça, c'est pour l'aspect au niveau opérationnel. Si j'ai bien compris, ça permet de couper aussi le front en deux parties, c'est ça ? Oui, s'ils arrivent plus de manœuvres. Jusqu'à la mer d'Azov, ce sera une catastrophe pour les Russes. Oui. Maintenant, d'un point de vue tactique, effectivement, arriver à percer. Il y a eu 2 percées dans cette guerre. Il y en a eu une faite par les Russes le 9 mai dans la petite ville de Popasna, du côté de Bakhmut d'ailleurs, et puis celle de la province de Kharkiv en septembre par les Ukrainiens. C'est les 2 seules qui ont eu lieu pendant toute cette guerre jusqu'à présent. Ce qui montre bien que c'est difficile, sachant que les défenses actuelles sont plus importante qu'elle ne l'était au mois de septembre, par exemple. Oui, la densité du front du côté russe est beaucoup plus importante qu'à cette époque. Le défi est beaucoup plus important. Donc, du côté ukrainien, la contre-offensive, il faudra percer. Il faudra percer des kilomètres de lignes accumulées, des lignes de tranchées, des lignes de champs de mines, des lignes de barbelés, des lignes, ce qu'on appelle les dents de dragon, c'est des blocs de béton. Enfin, voilà, des lignes denses dans lesquelles vous avez un certain nombre de forces russes qui sont également installées, et ça sur plusieurs kilomètres de profondeur. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une fois qu'on a conquis cette zone fortifiée, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut aller au-delà, et il faut aller ce qu'on appelle exploiter, il faut aller le plus loin possible au-delà pour aller jusqu'à Melitopol, par exemple. Et là il y aura une victoire. Mais tout ça demande beaucoup de moyens. Demande certains moyens, on parle beaucoup de chars, mais il y en a besoin de moyens de génie, par exemple, pour franchir les mines, avoir des moyens pour franchir des coupures, des choses comme ça, beaucoup de savoir-faire, de compétences, il faut coordonner tout ça, c'est les moyens de l'artillerie, les drones, l'infanterie, le génie, tout ça c'est très compliqué, techniquement c'est très compliqué, c'est plus compliqué que simplement défendre, par exemple, défendre ou rester sur place, enfin c'est pas facile, mais tactiquement c'est plus... On a beaucoup parlé des avions de combat aussi, est-ce qu'il faut des avions de combat dans cette phase-là ? Forcément, pour casser les lignes russes Les avions de combat, ils sont utiles pour porter des munitions, pour pouvoir frapper à l'intérieur du territoire russe. Ce qui est important, ce qui va se passer, je pense qu'on commence là, vous voyez aussi les points bleus, ce sont les attaques un peu à l'intérieur de la profondeur du dispositif russe de la part des Ukrainiens. On commence à être dans la phase de préparation, d'avoir le jour J. Et donc ça passe par des attaques à l'intérieur du territoire occupé par les Russes, sur les dépôts, sur les voies de ferrées, etc. Alors le plus largement possible pour ne pas donner d'indication sur la zone laquelle on va attaquer. Ouais. Et puis après, il faudra bouger toutes ces forces ukrainiennes qui seront prévues pour les attaques. Il faut les dissimuler aux satellites, il faut les dissimuler à tous les capteurs dont disposent les Russes. Il faut tromper, donc il faudra en mettre, si on va attaquer au sud, il faudra en mettre également au nord. Enfin, c'est toute une préparation qui est assez compliquée. Et puis le jour J, là, il faut foncer. Il faut foncer et percer. Et puis là, on verra ce qui va se passer. Si les Ukrainiens y parviennent, s'ils arrivent à percer, ils auront une grande victoire. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'il est très probable que cette contre-offensive, même si elle réussit, et même si elle réussit bien, ce ne sera pas suffisant pour atteindre l'objectif stratégique ukrainien. Il en faudra 2, peut-être 3 autres, comme ça. Et si elle échoue, là, on est sur... il faudra pour beaucoup se poser de questions, et ça remettra certainement en cause... Oui, ça, on va l'évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup, Michel Goya. Nicolas, depuis le début de cette guerre, on pensait, tous les observateurs au début, le 24 février 2022, disait que l'armée russe gagnerait en 3 jours. On ne donnait pas cher de l'avis de l'armée ukrainienne. Elle n'a eu de cesse de surprendre ses alliés occidentaux. Est-ce qu'elle a encore les moyens de déployer de nouvelles ruses, de nous surprendre ? On dit que l'état-major ukrainien est très, très doué, qu'il y a une structure de commandement qui est au standard de l'OTAN, contrairement à l'armée russe. Est-ce qu'elle peut nous surprendre encore, cette armée ? Alors, effectivement, depuis un an, on a vu que tous les pronostics ont été déjoués, donc il faut être prudent. La première surprise, c'est est-ce que les Russes vont tenir ou s'effondrer, comme disait Laure, si ça se trouve, la fragilité est telle qu'ils peuvent s'effondrer. Côté ukrainien, effectivement, ils s'entraînent depuis 2014 avec les Occidentaux, là depuis plusieurs mois pour préparer leur contre-offensive, et donc tout l'enjeu, là, c'est effectivement, comme a dit le colonel, c'est de coordonner une opération, parce qu'attaquer, c'est extrêmement compliqué. Il y a 24 heures qui seront décisives
pour percer les dispositifs et pour réussir à percer les défenses, à gagner, il faudra coordonner tous les différents types d'acteurs, de matériel qui seront engagés. Donc, effectivement, on va voir dans les prochaines semaines si la formation, le soutien, l'appui occidental a été suffisant. Effectivement, en termes de commandement, depuis 1 an, on a vu que la méthode de commandement très décentralisée avait été un grand avantage pour les Ukrainiens, parce que ça évitait d'avoir des postes de commandement faciles à cibler pour les Russes qui n'ont pas su à désorganiser les Ukrainiens. Pour attaquer, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut concentrer des moyens. On ne peut pas les disperser. Par définition, il faut pouvoir accumuler des forces. Donc, est-ce qu'ils pourront surprendre à ce niveau-là ? C'est dur à dire. Sans doute que les délais qui sont imposés là, pour préparer la contre-offensive, ça participe aussi à désorganiser l'adversaire. C'est que plus on tarde, plus on fait monter la pression, plus on fatigue aussi l'adversaire psychologiquement. Ça joue aussi, c'est toutes les manœuvres de déception, de manipulation qu'on peut voir. Et après, effectivement, la grande surprise, c'est quels seront leurs objectifs de contre-offensive. Parce que stratégiquement, on voit bien que c'est, ils disent prendre la Crimée. Mais donc pour prendre la Crimée, effectivement, il faut couper le dispositif, la conquête territoriale des Russes. Est-ce qu'on peut tenir le sud et l'est du pays sans tenir la Crimée dans la durée ? Est-ce qu'on n'est pas vulnérable si les Russes restent en Crimée, d'être sans cesse sous la menace russe ? Non, mais les Ukrainiens sont loin d'être en Crimée. C'est-à-dire, il ne faut même pas penser à la Crimée pour l'instant. C'est-à-dire, s'ils arrivent à la ville de Mélitopol, qui est entre les deux, ce sera déjà extraordinaire. Ce sera déjà une immense victoire. Et puis quand vous regardez la carte, d'un point de vue strictement militaire, je ne parle même pas d'un point de vue politique, tout ce que ça peut impliquer, mais d'un point de vue strictement militaire, c'est très compliqué. Vous voyez, la Crimée, vous avez 2 passages pour aller en Crimée. Alors, les Russes, dans le sens inverse, ont réussi, c'est là où ils ont le plus réussi militairement. Ils ont réussi en partie, sans doute, grâce à des complicités au mois de février à passer. Mais dans l'autre sens, ça va être très, très, très difficile. Donc la conquête de la Crimée, et je ne parle que d'un point de vue militaire, ça va être très compliqué. Mais ce qui va se passer aussi d'un point de vue politique, c'est que plus on s'approche de zones sensibles, toutes ces zones-là qu'on voit qui sont occupées par les Russes, elles n'ont pas la même sensibilité politique. Déjà, si les Ukrainiens arrivent, menacent les anciennes républiques séparatistes, Donetsk et Luhansk, globalement, qui ne sont pas forcément très favorables au gouvernement ukrainien. Et puis, je rappelle que le prétexte de la guerre, c'est la protection de ces républiques séparatistes, de la Russie. Donc, que se passe-t-il si les Ukrainiens pénètrent plus dans la province de Donetsk ou de Luhansk, qu'ils arrivent dans ces villes, on ne sait pas très bien, et surtout si effectivement ils menacent véritablement la Crimée, qu'est-ce qui va se passer ? Et d'une manière générale, je termine là-dessus, même avant ça, on l'a vu à l'automne, chaque grande victoire ukrainienne provoque des secousses en Russie, provoque des tremblements. Et donc on est dans une situation où soit cette offensive échoue, et là, ce sera plutôt du côté ukrainien que ce sera difficile. Mais si elle réussit, ça va provoquer aussi des choses qu'on ne maîtrise pas complètement du point de vue politique. Alors justement, pour prendre un peu le pouls de l'état d'esprit du côté russe, nous allons rejoindre notre correspondant à Moscou, Alain Barluet. Si on parle de la population, il y a pas de bilan, parce que la population n'est pas informée précisément de l'avancée réel sur le terrain, ou du piétinement des forces russes, n'est pas informé du bilan réel des pertes, qui est considérable. Les derniers chiffres donnés par les renseignements américains parlent de 20 000 morts russes ces derniers mois. Donc la population, elle n'est pas informée. Les autorités russes et l'armée russe, manifestement, ont tiré des leçons du piétinement et des difficultés de ces derniers mois. Et la leçon, le bilan qu'ils ont retiré, c'est de consolider la ligne de front sur 850 kilomètres, de Belgorod à la Crimée et à la ville de Kherson, sur une ligne discontinue fortifiée, une ligne défensive qui est maintenant renforcée avec des tranchées, des dents de dragon, c'est-à-dire des
pièces de béton qui sont censées empêcher l'avancée à la fois des hommes et des blindés. Cette posture défensive, elle est renforcée. Ce climat de fébrilité qui est alimenté chaque jour par ces actes de sabotage, ces incendies, ces survols de drones au-dessus de dépôts de carburant comme en Crimée, ces trains qui déraillent comme dans la région de Briansk, et maintenant ces drones qui ont été abattus au-dessus du Kremlin. Merci Alain. Alors, Laure, on voit bien, Alain nous a expliqué à quel point les Russes sont dans l'expectative et sur la défensive. Cette semaine, le président Zelensky, lui, a démarré une tournée en Europe pour rallier un peu les soutiens. Et à la première étape de ce voyage, il a annoncé qu'il allait passer aux opérations offensives et qu'ensuite il allait réclamer, une fois que ce serait lancé, des avions de combat à ses alliés occidentaux. Alors du côté américain, on parle de F-16, du côté français on a évoqué des Mirage 2000. Est-ce qu'il y a une volonté politique d'offrir ces armes à l'Ukraine aujourd'hui ? Oui, alors justement, il me semble qu'un des éléments de l'équation qu'on essaie d'observer aujourd'hui, tous ensemble, c'est que justement, il y a une ambiguïté occidentale en fait sur cette opération de manière générale, et je dirais depuis 1 an, cette ambiguïté demeure. Et elle demeure parce que les Occidentaux, au fond, n'ont jamais, se sont à la fois derrière les Ukrainiens, et ils le disent qu'ils sont totalement derrière, Joe Biden parle d'accompagner les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra, mais à aucun moment ces alliés de l'Ukraine n'ont défini de manière claire leur but de guerre. Et c'est d'ailleurs une critique qui est exprimée par pas mal d'anciens hauts responsables militaires américains, comme le général par exemple Ben Hodge, qui est un des anciens commandants de l'OTAN en Europe, américain, et qui, lui, estime que le flou artistique dans lequel les Occidentaux sont restés sur qu'est-ce qu'on doit faire, quels doivent être nos buts de guerre, entretient en fait un retard permanent sur les événements, le fait qu'il a fallu finalement qu'ils se sont autodissuadés à donner rapidement les équipements que leur demandaient les Ukrainiens pendant toute cette année. On a bien vu qu'au début, il était hors de question de donner plus que les javelines. Après, on est passé aux chars, aux missiles de longue portée. Et puis maintenant, on commence à parler des avions. Mais on n'y est pas encore complètement. C'est-à-dire qu'il y a une hésitation. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a au fond 2 camps. Il y a un camp de la fermeté très clairement engagé qui en fait s'aligne sur les buts de Zelensky. Les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Scandinaves, les Britanniques. Et puis vous avez les Américains qui sont quand même beaucoup plus, alors que c'est eux qui comptent au fond, leur voix est dominante et décisive. C'est le principal donateur en armes aussi. C'est le principal donateur en armes. C'est 80% des armes, c'est ça, en gros? Enfin, pour l'aide militaire, ils comptent à 70-80%. Oui. Et c'est quand même eux qui donnent le là, et on a le sentiment qu'en fait, au fond, parce qu'ils n'ont pas voulu, de manière précise, en fait, établir des buts de conquête, à partir desquels on aurait pu évaluer ce qu'on donnait aux Ukrainiens, et non pas une sorte de « allez, on donne parce qu'on nous a demandé » au fur et à mesure, comme ça, d'une manière finalement contrainte. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est, d'un côté, ils semblent mettre leur poids dans la balance, parce qu'ils savent bien que cette opération est absolument décisive. C'est-à-dire, s'ils ratent cette opération, vous le disiez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut que cette opération soit réussie, donc qu'ils fassent preuve d'une inventivité si vous voulez, face à une opération ultra risquée, comme vous le disiez. Moi, en vous écoutant, j'avais le sentiment d'écouter peut-être ce que se disaient les gens avant le D-Day, quoi. Comment on allait faire, comment on allait organiser cet acheminement, passer toutes ces dents du dragon, ces fossés, alors qu'on a une force aérienne russe qui est quasiment inentamée.
et qui peut être mobilisé. Je voyais aussi un article de notre envoyé spécial Pierre Avril qui disait de manière tout à fait claire que les Ukrainiens sur le terrain lui disaient le gros problème c'est qu'on n'a pas d'avion et donc on se fait pilonner toutes nos positions avancées à partir desquelles on pourrait lancer l'offensive. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on est dans un sentiment mitigé. D'un côté, il y a cette espèce de, je dirais, de suspense absolu. On se dit, qu'est-ce que les Ukrainiens, avec l'aide occidentale, les moyens occidentaux, le cyber, le renseignement, etc., vont pouvoir inventer qui permettent de franchir cette espèce de mur qui a été constitué par les Russes. Et de l'autre, on se demande si ça va être possible parce qu'il manque des moyens importants. Je suis frappée, par exemple, que aussi un expert stratégique que j'interroge d'ailleurs aujourd'hui dans le Figaro, qui est d'habitude très allant et très très prudent dans son pronostic sur la manière dont les Ukrainiens sont en fait équipés. Il dit en gros, il ne veut pas le dire complètement, mais il dit il manque des choses. Ils ne sont pas du tout au top. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on va rester beaucoup plus longtemps dans la période qu'évoquait Nicolas, qui est cette période de préparation, avec des opérations de déstabilisation, d'intimidation, de création de panique, de leurre, de diversion en Russie, à l'intérieur du territoire russe aussi, etc. Est-ce que ça veut dire que ça peut être reculé de plusieurs semaines, peut-être même d'un, 2 mois c'est une vraie question que je vous pose d'ailleurs. Bon, alors, oui, colonel. Non, mais effectivement, oui, on n'a absolument aucune idée de la date précise. Hein. Ça peut prendre encore plusieurs mois de préparation. Parce qu'on a l'impression d'une certaine imminence tout de même avec tous ces préparatifs. Oui, mais il faut se méfier, parce que dans les plans de préparation, il y a aussi tout un plan de communication. C'est-à-dire, si vous annoncez tous les jours que vous allez attaquer le lendemain, en fait, vous annoncez plus rien et puis personne ne sait exactement ce qu'il en est. Donc ça contribue à brouiller un peu les pistes. En fait, voilà, personne ne sait quand est-ce que les Ukrainiens vont réellement attaquer. Maintenant, pour revenir sur les défenses russes, on n'est jamais à l'abri de surprise. Ce ne sera pas la première que l'on est dans cette guerre, de s'apercevoir que finalement, ça lâche. Je voyais des images où on voyait des chars ukrainiens qui s'entraînaient contre les fameuses dents de dragon, puis en fait qui les bousculaient, parce qu'en fait tout ça c'est un peu du pipeau, que derrière tout ça il y a aussi des contrats qui sont faits juteux pour des entrepreneurs qui vont construire des lignes, qui vont installer des trucs et qui en fait font quelque chose d'assez bidon. Donc il y a eu beaucoup de surprises quand même militairement dans ce conflit. On n'est pas à l'abri non plus, j'allais dire, d'une bonne surprise pour les Ukrainiens. Mais oui, ça reste quand même une tâche qui sera très, très compliquée. Et peut-être, oui, si ça échoue, qu'on s'orientera vers une guerre de longue durée, une guerre de position. Vous savez, la guerre entre l'Iran et l'Irak, ça a duré 8 ans, comme ça, sur des lignes de tranchées, avant qu'on arrive à l'imposition d'une paix. Margot, l'objectif des Ukrainiens, il est clair, il a été annoncé par Volodymyr Zelensky, c'est quoi? C'est de reprendre la totalité des territoires conquis par les Russes depuis 2014, c'est ça? Et pourquoi c'est si important pour les Ukrainiens de tout reprendre? On a l'impression qu'il ne laisse aucune place à la négociation, en fait. Oui, alors Zelensky a déjà dit qu'il serait partant pour négocier, etc. Des deux côtés, d'ailleurs, il y a eu des phrases comme ça lancées, mais en fait, en pratique, aucune des deux parties n'est prête pour négocier. Et d'ailleurs, la situation sur le terrain fait qu'elle n'est pas du tout mûre pour une négociation de toute manière. Dès le départ, dès les semaines qui ont suivi le 24 février 2022, Kiev a clairement dit que l'objectif n'était pas seulement de récupérer les localités conquises par les Russes tout récemment et depuis les régions soi-disant annexées, mais également de récupérer les territoires qui avaient déjà été annexés, occupés depuis 2014. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Et depuis, il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont été franchies. Je pense notamment aux massacres commis à Mariupol, à Boutcha, Irpin, etc. Je pense à la déportation de milliers d'enfants ukrainiens en Russie, qui sont dispatchés dans des familles de manière assez opaque, etc. Zelensky a d'ailleurs assez récemment dit qu'au moment où la Cour pénale internationale
a lancé un mandat d'arrêt international contre Poutine et d'autres hauts dirigeants russes. Zelensky a dit qu'il n'était pas possible de négocier avec quelqu'un qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international, etc. Donc finalement, l'Ukraine n'a pas changé de position. C'est même plutôt la situation qui s'est dégradée. Moscou qui a persisté et signé dans l'horreur et aujourd'hui, non seulement le gouvernement de Kiev ne souhaite pas négocier, mais il ne pourrait pas justifier l'idée d'une négociation face à la population. Il y a aussi le fait que Moscou non plus n'est pas du tout prête à négocier, c'est-à-dire que Kiev souhaite recouvrir ses territoires, qui sont des territoires ukrainiens, et aujourd'hui Moscou refuse l'idée même de rendre ces territoires. Donc, oui. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même une pression grandissante pour des négociations. Le président Macron a été en Chine. Il y a eu cette initiative chinoise. On parle d'une médiation chinoise, même si pour l'instant on a eu l'impression qu'elle était plutôt assez pro-russe. Est-ce que il y a aussi un momentum politique qui dépend pour le soutien des Occidentaux, qui dépend de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que, Michel Goya, vous avez l'impression qu'il s'agit un peu de l'offensive de la dernière chance, que si là, les Ukrainiens ne reconquièrent pas suffisamment de territoire, ne remplissent pas totalement leurs objectifs, il y a un moment, en novembre ou en décembre, où le conflit va se geler sur de nouvelles lignes, et où les Occidentaux vont dire aux Ukrainiens, écoutez, maintenant c'est le moment de négocier parce que vous n'arriverez jamais à aller plus loin et c'est problématique de continuer à vous fournir autant d'armes. Hein. Oui, mais ça s'imposera peut-être par la situation elle-même. Les objectifs stratégiques ukrainiens, ils ont évolué aussi dans le temps. Hein. Je rappelle, au tout début de la guerre, l'idée, vous arrêtez, vous revenez, Russes, vous revenez sur la ligne de départ, c'est tout. On ne parle pas de reprendre le Donbass, la Crimée, etc. Puis c'est après, avec les victoires, que l'ambition, les ambitions se sont un peu développées. Bon, peut-être qu'elles vont se réduire au fur et à mesure que, effectivement, sur le terrain, ça ne donne rien. Et que, finalement, tout ça va peut-être s'essouffler un petit peu. Je rappelle, hein, il ne fera pas une offensive, il ne fera pas une victoire pour atteindre ces objectifs. Il en faudra 2, 3. Est-ce que les Ukrainiens ont le souffle, ont les moyens? Et ça doit se faire avant l'arrivée de l'hiver, de cet hiver, ou oui, c'est sur plusieurs années? Probablement, parce que on n'a pas, ni les Ukrainiens et ni nous-mêmes d'ailleurs dans le train, on n'a pas les moyens de soutenir une guerre de telle intensité sur plusieurs années, une telle importance. Donc il faut obtenir quelque chose tout de suite. Mais on est dans une situation où pour l'instant les points de vue sont absolument incompatibles. À partir du moment où des deux côtés vous avez encore l'espoir. La guerre elle continue parce que vous avez l'espoir que ça sert à quelque chose. Vous avez l'espoir d'une victoire, vous avez l'espoir que, si vous continuez jour après jour, si vous continuez à vous battre, à faire des sacrifices, vous allez peut-être obtenir quelque chose, vous continuez. C'est comme ça qu'on arrive pendant la Première Guerre mondiale à 4 ans de guerre et au bout du compte pour la France 1,3 million de morts. C'est jour après jour. À partir du moment où vous n'avez plus d'espoir, vous dites bon, finalement ça ne sert plus à rien. Visiblement, on n'avance plus, on ne fait rien. Finalement, les sacrifices que l'on a fait, alors on continue un peu parce qu'on se dit il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien, et donc on essaie de faire quelque chose, puis on s'aperçoit qu'effectivement les gens meurent pour rien. C'est à ce moment-là, généralement, que la motivation s'effondre et qu'on commence évidemment à envisager quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé dans différents conflits. Ce conflit, pour moi, il rappelle beaucoup celui de la Corée. Où on est, pareil, une phase très dynamique, puis après une phase de guerre de position très longue, et puis petit à petit, on s'arrête parce que... Sans les troupes américaines au sol, est-ce que ça peut arriver un jour, Laure, peut-être, oui. Ou c'est un tabou absolu d'envoyer des boots underground, comme disent les Américains? Et est-ce que, vous qui connaissez bien les équilibres du pouvoir à Washington, maintenant que le Congrès est dominé par les républicains, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ce soutien aussi absolu à l'Ukraine va pouvoir se poursuivre, ou est-ce que Joe Biden, à un moment,
va être confronté à une opposition au Congrès là-dessus? Moi, je pense que tout ça est très compliqué. La première question que vous posez, évidemment, sur les boots américaines, je pense qu'on n'en est pas là, mais c'est vrai que je crois que la grande difficulté de cette affaire, c'est que les Occidentaux, et en premier lieu les Ukrainiens et l'Europe centrale et orientale, ont bien compris, en fait, que ce conflit n'est pas un conflit territorial. C'est un conflit beaucoup plus vaste, c'est un conflit civilisationnel dans lequel les Russes sont en guerre contre l'Occident et contre l'ordre occidental. Et donc, toute issue qui gèlerait le conflit sur les lignes actuelles serait une victoire pour la Russie qui lui permettrait de se refaire et de repartir à l'attaque, d'abord qui décuplerait, je dirais, la certitude de Vladimir Poutine, qui était déjà extrêmement importante, que l'Occident est un tigre de papier et qu'en réalité, la défaite de l'Occident est proche et qu'on peut réattaquer et peut-être pousser plus loin son avantage, finir par avoir raison en fait de cette OTAN qui est profondément haïe en Russie par le régime actuel. Et donc je pense que ce serait une situation ultra dangereuse pour l'Occident qu'il au fond ne peut pas se permettre. Ça, c'est ma conviction et je pense que c'est la conviction de l'Europe centrale. Donc s'il devait y avoir... Moi, je n'imagine pas que si les choses se gâtaient, il n'y ait pas une volonté, par exemple, de l'Europe centrale et orientale de s'engager. Parce que pour eux, ce qu'ils vous disent quand on va chez eux, c'est que pour eux, c'est vital. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser, en fait, cette espèce d'ouragan... Imaginer qu'envoient des troupes les pays d'Europe de l'Est ? Peut-être. D'ailleurs, certains l'avaient lâché au hasard, peut-être, de réflexion un peu non diplomatique, mais sinon, c'est la question que vous posez sur les États-Unis. Alors là, on rentre dans la politique américaine, et c'est vrai que c'est assez préoccupant parce que, effectivement, Joe Biden, lui, s'est beaucoup engagé. Et donc, cette guerre, pour lui, est extrêmement importante. Elle est associée aujourd'hui à son nom par la manière dont il a été à Kiev, dont il a soutenu Zelensky, etc. Il a quand même mobilisé autour de lui les Occidentaux, les Européens, pour tenir et organiser cette gigantesque opération de soutien, même si elle n'est pas suffisante. Mais c'est vrai qu'il y a une montée isolationniste aux États-Unis qui est extrêmement importante sur les deux ailes, en fait, du spectre politique, aussi bien à gauche qu'à droite. Et donc, et aussi, il y a le problème qu'on va rentrer en période électorale. Donc, au fond, l'Amérique, quand elle rentre en période électorale, est en général totalement absorbée par elle-même. Et c'est vrai que ça pourrait être un moment de faiblesse supplémentaire. Alors, il y a des gens qui tempèrent, si vous voulez, tout ça. Au Congrès, il y a par exemple des gros poids lourds républicains qui disent quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a une majorité au Congrès qui continuera de défendre au sein des grandes, vous savez, institutions comme la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, où ils disent quoi qu'il en soit, on continuera. Donc tout cela est à prendre en compte, mais c'est vrai que l'approche des élections ne va pas arranger les jeux des Ukrainiens. Merci. Alors, Michel Goya, du côté européen, et en France aussi, on pousse à la négociation. Est-ce qu'on a le sentiment aussi qu'on a donné beaucoup d'armes et qu'on n'a peut-être plus grand-chose à donner? Est-ce qu'il y a un principe de réalité qui est qu'on ne va pas pouvoir continuer à fournir autant d'armes éternellement et qu'à un moment donné, il faut pousser les Ukrainiens à leur tordre le bras pour qu'ils négocient? Et si on le fait à ce moment-là, comment on fait pour éviter que la Russie ne rattaque et considère ça comme une victoire? Est-ce que ça veut dire qu'on leur offre une garantie de sécurité, qu'on les fait entrer dans l'OTAN à ce moment-là? Comment on peut faire? Il y a beaucoup de choses dans une réponse assez courte, c'est la dernière question. Non, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Il faut bien comprendre que même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui en Ukraine, demain, la confrontation avec la Russie continuerait. On ne va pas d'un seul coup, après-demain, ça y est, rétablir des relations normales, lever les sanctions, etc. Non, la confrontation va durer pendant des années. C'est une nouvelle guerre froide. Il y a un nouveau rideau de fer qui s'est mis en place. Il n'est plus entre les deux Allemagnes. Il est maintenant un peu plus à l'est. Mais voilà, c'est une confrontation qui va durer pendant des années. Et on est dans ce cadre-là. On ne peut pas non plus échouer, ce serait dramatique. Donc on fait avec ce que l'on peut.
Et effectivement, cette guerre a été l'occasion de montrer qu'on était un peu nus finalement en termes militaires, et que comme par hasard, il n'y a que les Américains qui véritablement, eux, ont fait un effort militaire depuis des années. Donc eux sont présents, voilà. Même peut-être un peu malgré eux d'ailleurs, parce que ce n'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Ils préféraient retourner leur regard vers l'Asie, mais ce sont les seuls véritablement à compter. C'est-à-dire vous supprimez les États-Unis de l'équation. Là, c'est plus du tout la même chose. Merci Michel Goya. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission sur un sujet qui est inépuisable. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci à tous d'avoir participé à l'émission et vous retrouvez la semaine prochaine Philippe Gély.